Je vous l'avais promis avant le sommaire, c'est un moment dédié à l'information en solution avec vous Camille, qui portait une question moi qui m'intéresse beaucoup, comment lutter contre le bruit? C'est ça l'objet qui nous concerne et je vais vous dire que c'est vrai que depuis la fin des confinements, on sent qu'il y a beaucoup de bruit ou en tout cas qu'on y est plus sensible. Mais ça n'est pas juste une vue de votre esprit, Myriam, parce qu'en fait c'est prouvé scientifiquement pendant la période de crise sanitaire et notamment les couvre-feux, les confinements, tous les urbains qui partaient aussi au vert, eh bien le bruit a diminué de 88% dans les grandes villes. Et là, avec la reprise de la vie quasi normale, la fin du télétravail, eh bien, ça revient et ça revient en force, comme si on avait tous un peu besoin d'être encore plus bruyants qu'avant pour se sentir exister normalement. Alors, comment lutter contre le bruit? On va parler des solutions qui existent avec nos invités. Alors, avec nous, Dominique Servant. Bonjour, docteur. Vous êtes psychiatre, vous êtes responsable de l'unité stress et anxiété au CHU de Lille. Avec nous également, maître Christine Vallès, huissier de justice à Toulouse. Et puis avec nous en plateau, Philippe Strauss, merci d'être avec nous. Vous êtes ingénieur en acoustique et vous travaillez au Centre d'information sur le bruit. On va parler donc avec vous tous des solutions qui existent. Mais d'abord, on va voir ce que c'est la vie dans le bruit au quotidien avec un reportage de nos confrères de France 3 Île-de-France. Regardez. Ouvrir les fenêtres de son salon. Un geste que Frédéric Derlon ne fait quasiment jamais. Trop de bruit. Sous ses fenêtres, le périphérique est l'entrée d'une autoroute. Une nuisance qu'il subit au quotidien depuis 25 ans. C'est un stress et donc une fatigue qui s'installe. On est prisonnier de ce bruit sans savoir quoi faire. On sait qu'on ne peut pas l'empêcher. Un bruit qu'on entend même côté chambre, qui ne donne pourtant pas sur le périphérique. Et quand il fait chaud comme aujourd'hui, difficile de trouver le sommeil. Je ne peux pas dormir la fenêtre ouverte. Et ici, il arrive 38 degrés dans l'appartement. Il aimerait bien déménager, mais n'en a pas les moyens. On va parler évidemment d'abord des solutions préventives et je me tourne vers vous, Philippe Strauss, parce que le préventif, on vient de le voir, ça commence par faire attention à certains détails auxquels on ne fait pas forcément attention justement. Par exemple, quand on visite un logement qu'on va louer, qu'on va acheter, à quoi est-ce qu'il faut faire attention ? Il faut effectivement penser à visiter avec ses oreilles, puisque il y a des situations, notamment lorsqu'on est au voisinage d'un aéroport. Il faut savoir que les avions décollent et atterrissent face au vent, et que suivant les secteurs de vent, alors, en gros, quand il fait pas très beau, c'est vent d'ouest, et vous pouvez ne pas être survolé par les avions, mais si vous visitez un jour où il fait beau, vous serez survolé. Donc, on encourage à revenir à visiter différentes différents horaires et différentes orientations du vent. Alors, voilà, c'est ça. En ville, on visite la nuit aussi. Vous me parliez, quand on préparait cette interview, d'un achat d'appartements haussmanniens très chers à Paris, dans les beaux quartiers, et puis, mauvaise surprise le soir. Oui, c'est un peu caricatural, mais durant la journée, vous avez la rumeur de la ville qui vient masquer un petit peu un certain nombre de bruits, ça n'émerge pas. Et la nuit, toute cette rumeur baisse. Et donc, il y a un couple de primo-accédants là, qui ont en fait dépensé beaucoup d'argent et qui, la nuit, se sont aperçus qu'ils entendaient le bruit du métro. Des vibrations qui remontaient et ils étaient à l'aplomb d'une ligne de métro. Donc là, il n'y a pas beaucoup de choses à faire, hélas. C'est compliqué. Il n'y a pas de travaux à apporter. Est-ce qu'il existe, par exemple, je crois qu'il n'existe pas d'aide justement contre la pollution sonore et acoustique, mais on peut, en étant malin, coupler ça avec du thermique et là, c'est défiscalisé notamment. Pour se protéger contre les bruits extérieurs, effectivement, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut jouer à la fois sur la thermique et l'acoustique. Et avec des vitrages, par exemple, si on change ses fenêtres, on peut avoir un vitrage thermo-acoustique qui va faire d'une pierre deux coups. Et là, il y a la prime rénov'. C'est
pas des milliers d'euros par fenêtre, mais à peu près, pour un foyer modeste, on récupère 150, 250 euros par fenêtre. Alors vous parlez des fenêtres, mais il y a aussi les sols, les combles, tout ça, toute l'enveloppe extérieure, en fait, elle peut bénéficier de primes pour le thermique, mais souvent le bon matériel thermique isole aussi du bruit. Vis-à-vis de l'extérieur, on peut, par exemple, une toiture, on peut bénéficier d'aide pour la thermique, et là on fait d'une pierre deux coups, on s'isole également du bruit, mais par contre tout ce qui est bruit intérieur à l'immeuble, et c'est là la difficulté, lorsqu'on améliore l'étanchéité à l'air d'une enveloppe de mur, en fait il y a une fois de plus ce masquage des bruits extérieurs qui se fait moins, et donc on a une résurgence des bruits intérieurs. Et donc, on a coutume de dire, lorsqu'on améliore de 5 décibels l'isolement vis-à-vis des bruits extérieurs, c'est une bonne idée d'essayer d'améliorer de 5 décibels aussi l'intérieur, parce que là, ce sont des bruits qui sont beaucoup moins impersonnels que ces bruits, cette rumeur de la ville. Donc, il y a des solutions. Ça rajoute des coûts, mais ça vaut la peine de prendre ces choses dans leur globalité. Alors, quand on ne peut pas faire autrement que d'aller au conflit, je me tourne vers vous, Maître Christine Vallès, vous êtes huissier de justice à Toulouse, vous êtes membre de la Chambre nationale des commissaires de justice. Quand on n'a pas d'autre solution que de prendre les choses en main et de les porter devant la justice, il y a aussi des choses auxquelles on doit faire attention, notamment la prime au premier arrivé dans les conflits de voisinage, c'est ça ? Alors, nous avons, oui, les huissiers de justice interviennent et nous sommes intervenus de plus en plus souvent depuis la période du Covid, et on s'est rendu compte en fait que la notion de bruit pouvait être cernée de façon différente. On pense souvent au bruit, un bruit que l'on peut mesurer avec des sonomètres. L'huissier de justice le fait très souvent, donc on fait ce que l'on appelle des constats. Nous arrivons en amont de ce différend ou pendant la présence du bruit, et là on s'est rendu compte qu'en fait il fallait être beaucoup plus précis et qu'il fallait accompagner notre client pour comprendre le bruit, mieux le cerner, et nous dresser des constats qui soient beaucoup plus fins, beaucoup plus poussés, beaucoup plus objectifs. Il y a des bruits d'activité, il y a des bruits de chantier, il y a des bruits de comportement. Il y a la notion d'émergence du bruit, et pour cela, nous avons été aidés dans notre réflexion qui a toujours été menée, mais là, comme vous le dites parfaitement, elle a été amplifiée par la crise Covid, parce qu'on s'est retrouvés dans des situations personnelles, des conflits de voisinage par rapport à cette notion de bruit violents qui ont déclenché d'énormes conflits, et donc il a fallu que l'on ait un nouveau regard sur ce bruit. Le centre d'information sur le bruit nous a beaucoup aidé à qualifier le bruit. Donc tout d'abord, nous pouvons faire des constats que l'on tente de faire le plus précisément possible, avec un travail que l'on fait avec notre client pour comprendre qu'est-ce que le bruit, pourquoi ce bruit le gêne, où est-ce qu'il se situe dans l'appartement, dans le jardin, à l'intérieur, à l'extérieur. Et notre travail dans le constat, c'est de véritablement bien qualifier le bruit, donc de faire un travail précis pour que le juge qui lira notre constat comprennent les conditions dans lesquelles ce bruit s'est déclenché, pourquoi ce bruit ne cesse pas et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette situation. Parfois, nous sommes amenés à faire des mesures de bruit parce qu'on sait que derrière, il y aura peut-être des expertises, et donc ça va aider l'expert et ça aidera aussi le juge à prendre une décision. Puis on s'est rendu compte en fait que au-delà de ce constat, on pouvait très bien, parce que les huissiers de justice sont médiateurs, on pouvait très bien aider à la résolution du conflit, c'est-à-dire éviter d'aller trop loin et de faire en sorte que justement le conflit se gère à l'amiable. Et nous dressons des médiations, l'huissier de justice est médiateur. Nous demandons aux parties de se rencontrer. Elles vont essayer de trouver une solution elles-mêmes, et si elles n'y arrivent pas, bien évidemment, l'huissier va les aider en mettant en perspective les éléments qui permettront de trouver une solution. Merci. Cela fonctionne très bien. Merci, Maître Vallès. Et notre dernier invité, alors là, c'est plus pour le curatif, c'est le docteur Dominique Servant. Merci d'être avec nous. Vous êtes médecin
médecin psychiatre, vous êtes responsable de l'unité stress et anxiété au CHU de Lille. Et là, vous allez nous apporter des solutions pour apprendre à vivre avec ce bruit quand on est impuissant face à la cause. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des thérapies. Moi, je vous écoute, docteur, parce que j'arriverai pas à arrêter le périphérique à Paris. J'arriverai pas à faire en sorte que les camions passent en bas de ma rue en permanence. Mais sauvez-moi, comment je fais pour pouvoir survivre à ce bruit? En particulier quand on se couche très tôt et que les voisins sont très bruyants. Ça fait mal à la tête, ça fait mal aux yeux. Aidez-nous. Alors c'est vrai que la pollution sonore, notre activité que l'on génère, est un authentique stress et amène à des états, comme vous le décrivez, d'hypervigilance, de fatigue, d'énervement, qui entraînent des comportements qui peuvent être agressifs, des pensées négatives sur l'extérieur. Donc, les techniques de gestion du stress vont cibler sur tous ces éléments. Alors, un élément très très important, c'est l'entraînement un petit peu de l'attention. Quand nous sommes en train de parler, là, actuellement, nous restreignons l'attention que nous portons aux choses extérieures. Nous sommes focalisés sur ce que nous échangeons. Vous êtes dans un restaurant, vous parlez, etc. Vous entendez moins les bruits. Donc cet entraînement de l'attention va être très très important pour trouver des moments où la personne peut quelque part faire diminuer cet état permanent, parce que le monsieur le dit très bien dans le reportage, il est en hyper-éveil, on a l'impression qu'il est là à guetter le moindre bruit, et donc ces états de stress permanent vont activer énormément l'attention. Après, parfois, il faut arriver à s'échapper, alors c'est-à-dire que les personnes disent « je ne peux pas me détendre », mais en diminuant un petit peu ce niveau de conscience, on peut arriver à quelque part s'échapper par des techniques de relaxation type hypnotique, de diminuer l'attention que l'on porte et la conscience que l'on porte au moment présent. Et puis après, bien sûr, dans les comportements, ces états de stress vont générer des conflits, des tensions, des questionnements sur soi-même. Pourquoi j'ai loué cet appartement? Pourquoi j'ai pris cet itinéraire de rejet, quelque part? Et le sentiment de ne pas pouvoir échapper à la situation, de ne pas pouvoir agir. C'est ça aussi qui amène à une sorte de cercle vicieux qui augmente notre hypersensibilité physiologique. Ce sont tous ces éléments psychologiques, comportementaux qui exacerbent notre réactivité auditive. Alors, bien sûr, ce n'est pas une solution miracle, mais on arrive à prévenir les états négatifs pour la santé liés à ces états permanents liés au bruit. Merci beaucoup, Dominique. Morale de l'histoire, il faut faire de la méditation, de l'hypnose, Myriam. Merci.